Comment est-ce qu'on organise le monde pour qu'il ait un sens, pour en faire un savoir? C'est l'une des questions les plus profondes de la philosophie. Et pour Foucault, tout commence avec une liste pour le moins surprenante. Alors voilà, cette liste, qui semble à la fois complètement folle et un peu poétique, c'est celle que le philosophe Michel Foucault découvre dans un texte de Jorge Luis Borges. Et elle lui a paru si bizarre, si totalement étrangère à notre façon de penser, que ça a été le point de départ de tout un livre, juste pour répondre à une question toute simple. Parce que le but, ce n'est pas juste de dire « c'est n'importe quoi ». Non. Le vrai défi, c'est de se demander dans quel univers mental, dans quel système de pensée est-ce qu'une telle classification pourrait paraître non seulement possible, mais logique. Et c'est là que Foucault avance une idée assez radicale. Notre pensée n'est pas si libre que ça. En fait, elle fonctionne à l'intérieur d'un cadre, un cadre historique dont on n'a même pas conscience la plupart du temps et qui décide de ce qui est pensable et de ce qui ne l'est pas. Et ce fameux cadre, Foucault lui donne un nom, l'épistémé. C'est vraiment le concept clé. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est de penser à un système d'exploitation, comme sur un ordinateur. Il tourne en arrière-plan et c'est lui qui permet à certains programmes de fonctionner, mais pas à d'autres. Eh bien, l'épistémé, c'est pareil. Il rend certaines idées possibles, évidentes même, et d'autres totalement incompatibles, impensables. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Foucault a fait ce qu'il appelle une véritable archéologie du savoir. Il a, en quelque sorte, creusé dans les archives de la pensée occidentale pour mettre au jour ces différents systèmes d'exploitation. Ces schémas qu'on voit ici, ce sont ces cartes pour naviguer dans ces mondes de pensée qui ne sont plus les nôtres. On commence notre voyage dans le temps avec la première grande épistème, celle de la Renaissance. On va plonger dans un monde qui a duré jusqu'au milieu du XVIIe siècle, un monde où absolument tout était lié par des connexions secrètes. À cette époque, la règle du jeu était simple. Pour connaître quelque chose, il fallait trouver à quoi ça ressemblait. L'univers entier était vu comme un immense jeu de miroirs, un réseau d'échos où chaque chose en reflétait une autre. Et cette quête de ressemblance se déclinait en 4 grandes formes. Il y avait la conveniencia, qui liait les choses qui étaient proches, en contact, comme la plante et la terre. Il y avait l'amulation, l'idée d'un reflet à distance, comme l'œil humain qui serait le miroir des étoiles. Puis l'analogie, qui permettait de voir les mêmes motifs partout, par exemple entre les veines d'une feuille et le cours des rivières. Et enfin, la sympathie, cette force invisible qui attire les choses les unes vers des autres, comme le tournesol qui suit le soleil. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un savant de la Renaissance, la connaissance, ce n'était pas observer, c'était interpréter. C'était comme lire un grand livre écrit par Dieu en essayant de déchiffrer les signatures qu'il avait laissées à la surface des choses pour nous guider. Et puis, vers 1650, tout bascule. Cette grande toile de ressemblance se déchire complètement. Un nouveau système d'exploitation s'installe, une nouvelle manière de penser obsédée par l'ordre, la mesure et la clarté. Bienvenue à l'âge classique. Pour Foucault, ce tableau, Les Ménines, de Velázquez, est l'image parfaite de ce changement. Tout y est question d'ordre et de représentation. Le peintre est là, il nous regarde, nous qui regardons la scène, mais le vrai sujet, le roi et la reine, on ne les voit que dans un petit miroir au fond. Le savoir n'est plus une quête de sens caché, c'est devenu un grand spectacle bien organisé, une représentation. Les nouvelles règles du jeu, c'est donc mesurer, classer, ranger. On ne cherche plus les ressemblances secrètes, on veut créer un tableau géant et parfaitement ordonné de tout ce qui est visible dans le monde. Le contraste est vraiment saisissant. On passe d'un monde en 3D, si on veut, plein de profondeur et de secrets, à un monde en 2D, une sorte de grande grille sur laquelle on peut tout poser, tout comparer, tout classer. Le but n'est plus d'interpréter, mais de nommer et de mettre en ordre. La méthode est d'une efficacité redoutable. 1. On observe. 2. On identifie les différences et les points communs. 3. On classe tout ça dans des tableaux. C'est l'âge d'or des grandes classifications, que ce soit en botanique avec Linné, mais aussi pour la grammaire ou l'économie. Tout doit rentrer dans des cases. Et là, on comprend mieux pourquoi la fameuse liste du début devient une impossibilité. Dans cette nouvelle épistémée classique, elle n'a plus aucun sens. Elle mélange tout, le réel, le mythique, le concret, l'apparent. Elle casse la règle fondamentale de l'âge classique. Un espace unique, neutre et ordonné pour le savoir. Elle est, littéralement, impensable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce grand tableau bien ordonné va lui aussi se fissurer. À l'aube du XIXe siècle, il y a un nouveau tremblement de terre intellectuel. Et c'est lui qui donne naissance au monde de la connaissance dans lequel, pour l'essentiel, nous vivons encore. Tout à coup, le monde plat des tableaux gagne en profondeur. De nouvelles forces obscures apparaissent. L'histoire avec un grand H.
La vie en tant que force biologique, le travail comme moteur de l'économie. Le savoir n'est plus une photo, c'est un film. Et au cœur de ce film, une nouvelle figure énigmatique apparaît, l'homme. Pour la première fois, il est à la fois celui qui connaît et l'objet de la connaissance. Et on arrive au cœur du message de Foucault. Ce qui nous semble aller de soi, notre bon sens, n'est en fait que le produit de notre propre épistémé. Nos catégories, nos sciences, ne sont pas plus naturelles ou vraies que celles de la Renaissance. Elles sont juste les nôtres. C'est une construction historique. Et ça, évidemment, ça nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes. On pense avec des catégories comme la psychologie, la biologie, l'économie, et ça nous semble une évidence. Mais quelles sont les règles du jeu cachées? Quelles sont les limites de notre propre système d'exploitation mentale? Et la question finale est, bien sûr, la plus vertigineuse. Si chaque ordre du savoir est une construction qui finit par être remplacée, alors le nôtre aussi, un jour, paraîtra peut-être aussi étrange et désuet que cette fameuse encyclopédie chinoise. À quoi ressemblera la prochaine épistémé? Ça, c'est une question qui reste totalement ouverte.